3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet à nos côtés, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Étienne Gorgeon nous accompagne également. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sansot Yes, membre du comité d'investissement de Sansot également. Et Christian Parizeau à nos côtés. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics. Quand on cherche un peu sa boussole sur les marchés, généralement, je me réfère à ce qu'on m'a appris comme étant les actifs clés, les actifs majeurs, le dollar, les taux, le pétrole. C'est vrai que quand on regarde un peu cette sphère, ce triptyque, Christian, depuis quelques jours au moins, on voit un pétrole qui glisse de plus en plus à la baisse. On voit des taux qui à nouveau se détendent. Si on prend le 10 ans américain, on est plutôt dans la borne basse du range de fluctuation autour de 4,35. Et puis le dollar. Alors le dollar contre différentes devises, mais c'est vrai qu'on a le sentiment là aussi d'une baisse un peu lente, mais continue du dollar, par exemple, contre euro. On est remonté jusqu'à 1,09 sur l'euro-dollar. Que nous disent le comportement de ces actifs clés, là, au moment où on se parle, Christian ? On rééquilibre beaucoup de choses. D'une part, par exemple, si on prend le dollar-euro, l'euro, on se dit que la BCE va peut-être baisser ses taux, c'est presque quasiment certain jeudi, et donc finalement, on va peut-être avoir une croissance qui va repartir un petit peu en zone euro. Alors, c'est pas encore très brillant au niveau des enquêtes, mais on a le sentiment que ça pourrait frémir un petit peu plus. Donc, il n'y a plus cet écart de conjoncture entre les États-Unis et l'Europe, puisque les États-Unis, on a plutôt des signaux de ralentissement, avec un premier trimestre qui est un petit peu déçu quand même, qui était un peu en dessous, et puis les derniers indicateurs qui sont pas exceptionnels, avec des ménages américains qui ont un peu moins consommé, des distributeurs américains qui nous ont dit qu'ils vont faire des promotions pour essayer de faire revenir les Américains dans les magasins. Donc tout ça donne une image d'économie américaine un peu moins positive. Donc déjà, il y a un effet peut-être rééquilibrage. On était très optimiste sur les États-Unis, maintenant on se rééquilibre un petit peu. Donc ça c'est pour l'échange. Sur les taux, on a beaucoup réagi à des données d'enquête, notamment l'enquête ISM. C'est vrai qu'on a eu un petit coup de froid la semaine dernière qui était lié plus à des aspects, je pense, appétit des non-résidents pour la dette américaine, les émissions du Trésor américain qui se sont mal passées. C'était pas vraiment de l'économie. Là, maintenant, on revient sur des problématiques plus économiques. Et donc, l'économie est pas très bonne. Donc, ça ne justifie pas non plus que les taux américains aillent au-dessus de 5, on va dire. Donc, quand il y a eu des grosses émissions en chair du Trésor, là, on a vu les taux se tendre. Et puis, quand on revient le nez sur les fondamentaux macroéconomiques, le mouvement est plutôt inverse. Il faut faire quand même attention parce que cette problématique de liquidité sur la dette américaine, ça va revenir. Parce qu'on a eu quand même un rapport du CBO qui était du budget Congress Office qui n'était pas très, très rassurant sur les finances américaines. Et puis on voit, il pourrait y avoir un peu moins d'appétit de la part des Japonais pour la dette américaine. Donc tout ça, ça peut revenir durant cet été. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'économie qui a repris le pas. Et puis sur le pétrole, on a deux éléments qui se sont un peu entrechoqués. On a eu dimanche la réunion de l'OPEP+. Alors l'OPEP+, d'un côté, rassure, puisqu'ils disent qu'ils ne vont pas toucher aux quotas de production jusqu'à fin 2025. Mais de l'autre, ils nous ont dit quand même qu'ils allaient commencer à peut-être un peu moins faire d'efforts. Notamment, il y a 8 pays qui vont commencer à réduire. Alors, c'est compliqué, l'OPEP, mais en gros, il y a les quotas, il y a... il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, quoi. Voilà, ce que je fais en supplément des quotas et ce que j'ai volontairement enlevé en plus. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a 3 strates. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la strate où j'ai volontairement réduit ma production qui va progressivement disparaître. Donc, ça, c'est pas bienvenu parce que ils disent qu'ils vont... Donc, il y aura plus de barils sur le marché. Ils vont mettre plus de barils sur le marchand à un moment où le marché s'inquiète de la demande. C'est-à-dire que si vous aviez eu derrière des statistiques super bonnes en Europe, aux États-Unis, et que l'OPEP nous dise je vais mettre un peu plus de barils, c'était pas la cata. Là, ça intervient à un moment où ils disent on va le faire à partir de septembre, quel que soit, finalement, on n'a pas vu de signaux sur la demande pour l'instant, et donc ça, c'est ça qui inquiète un petit peu sur le pétrole. Même si à côté des déceptions économiques américaines, il y a quand même des bonnes surprises en Europe et en Asie. Enfin, les enquêtes conjoncturelles dans le reste du monde ont plutôt tendance à remonter. Si vous prenez le S&P Global Monde, on est plutôt sur une phase d'accélération de l'activité industrielle. Donc, c'est pas mauvais. Mais je pense que les marchés ont été très focalisés, comme toujours, sur les États-Unis. Sur le fait qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment une reprise, notamment les stocks d'essence qui restent assez élevés. Donc, on se dit, les ménages américains, ils consomment pas, ils prennent pas leur voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez qu'on rentre dans la driving season, avec depuis
la semaine dernière, donc on va attendre les statistiques là avec impatience, mais c'est vrai qu'il y a une petite fébrilité par rapport aux États-Unis à la demande américaine. La Chine, bon, c'est compliqué à suivre la Chine et on n'a pas de visibilité très forte sur ce qui se passe réellement sur l'économie chinoise. Vous n'avez qu'à voir les enquêtes. C'est comme aux États-Unis, on a une enquête qui nous dit que ça va mieux, une autre qui nous dit que ça va moins bien. Donc après ça, allez anticiper la demande de pétrole en Chine. Donc tout ça à très court terme, je dirais, il y a eu un mauvais message très clair de la part de l'OPEP+, parce qu'ils auraient mieux fait de rien dire sur leur plutôt que d'annoncer dès septembre on va recommencer à mettre des barils, et finalement quelque part ils auraient pu attendre l'été, voir un peu comment ça se passait au niveau de la demande cet été, et là on sent qu'ils sont pressés, ils sont un peu avancés dans leur forward guidance. Juste pourquoi ils l'ont fait, pourquoi la logique, c'est qu'ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ont peur de perdre des parts de marché. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant qu'ils ont réussi à stabiliser les cours du pétrole par leur baisse volontaire, mais ils s'aperçoivent qu'ils perdent des parts de marché, et que derrière les États-Unis, l'américain est au max. Et donc finalement, à un moment donné, c'est pas tenable pour l'OPEP, parce que leur capacité à contrôler le pétrole, s'ils perdent en part de marché, ils ne l'auront plus. Ouais. Donc quelque part, on voit qu'il y a un peu, à un moment donné, il y a un corner, et c'est un peu ça qui fait un peu réagir les pétroles. Étienne, votre sentiment par rapport au dollar, taux, pétrole, là, ce que j'appelle le triptyque clé, est-ce que ça nous dit que le marché est aujourd'hui beaucoup plus focalisé sur les dynamiques d'activité et que le marché considère... Alors le narratif évolue, mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, on était dans un no landing américain, no cut, voire hike, hausse de taux au prochain mouvement. Là, on a l'impression qu'on revient à quelque chose, alors qui tient plus peut-être du soft landing, voire à nouveau des inquiétudes d'un soft landing qui pourrait dériver vers quelque chose d'un peu plus récessionniste, si j'ose le mot. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les marchés sont devenus tellement data dependent, tout le monde est data dependent. Et donc, quand les données vont dans un sens et dans un autre d'une semaine à l'autre, les marchés suivent exactement les données. Donc, il y a 3 semaines, les données n'étaient pas terribles aux États-Unis. Il y a 2 semaines, elles étaient superbes. Là, elles sont pas terribles. Et du coup, sur les treasuries, on voit des plus 20, moins 20, ce qui fait quand même des mouvements de quasiment 80 centimes, 1%, qui sont assez spectaculaires et qui rendent au passage cette classe d'actifs un peu compliquée pour des fonds qui sont sensibles au sujet de volatilité. Moi, si on prend un tout petit peu de recul, ce que j'aime bien regarder, c'est que depuis le pivot de la Fed l'année dernière, pour moi, on est dans cette phase, si on essaye de styliser le cycle économique et de marché, on est dans cette phase d'accélération de l'économie américaine. 3-4, 1-3, 3-4 au 4e trimestre, 1-3. Mais on est dans cette phase où le marché dit, les taux sous-performent le marché du crédit, le crédit lui-même sous-performe le marché des actions. Grosso modo, depuis le début de l'année, on peut dire qu'on est là. Et là, il y a 2 situations. Il y a soit on continue dans cette direction et les taux devraient reconverger normalement vers les Fed Funds Rate, c'est à peu près la logique, sauf accident de type banque, commercial real estate ou autre, mais on devrait continuer à... Donc des taux low qui tangenteraient 5%, quoi. Qui tangenteraient, et puis une mauvaise adjudication à droite à gauche, et c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes d'équilibre entre l'offre et la demande. Enfin bref, même si la Réserve fédérale fait un peu d'espace, il y a ça. Et de l'autre côté, et c'est vrai que les marchés, en fonction de s'ils regardent le verre à moitié plein ou à moitié vide, ils peuvent se dire, et notamment pour des investisseurs comme moi qui ont du mal à croire au soft landing, moi j'ai toujours pensé que l'économie américaine, soit elle accélérait, et qu'à ou c'est boom ou c'est bust, quoi. À la fin de l'accélération. Oui, parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment vu de soft landing sur une période prolongée aux États-Unis, c'est plutôt des périodes intermédiaires. Et c'est vrai que le marché, s'il a envie de se faire peur, il pourrait se faire peur. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est un tout petit peu tôt. Toutes les données que je peux voir avec les indicateurs avancés, on voit clairement un ralentissement. Mais j'irai pas tellement au-delà de ça. C'est encore un rééquilibrage, comme disent les banquiers centraux américains. C'est pas encore une dégradation nette de l'économie. C'est ça. Et il y a 2 choses que je citerai. Probablement que... Alors peut-être que les marchés s'intéressent à ça en même temps, mais c'est vrai que entre une phase d'accélération et une phase de récession, il se passe très peu de temps. Et on est dans des configurations qui ne sont pas tellement dissimilaires à celles qu'on a pu vivre, notamment en 2007 et 2000. 2007, je rappelle, 3e trimestre, la croissance américaine est à 2,3. Le trimestre d'après, on est en récession pour une période assez prolongée. 4e trimestre 2000, pareil, fin d'une période d'accélération assez spectaculaire. L'économie américaine est à 2,4 et elle rentre en récession le trimestre d'après. Et à côté de ça, vous avez, j'ai écouté attentivement le patron de la Réserve fédérale de Philadelphie, M. Kashkari, qui disait quelque chose en quoi je crois profondément, c'est que
Lui, il l'a dit un peu directement et presque un peu brutalement. Il dit les Américains préféreraient une récession à une inflation qui perdure. Et quand je vois les instituts de sondage qui mettent toujours en avant, pour l'instant, plutôt Trump versus Biden, je me dis qu'il y a quelque chose qu'on rate. C'est-à-dire que quand on a un S&P au plus haut, un taux de chômage au plus bas, des fonds de pension extrêmement bien dotés, normalement gageurs d'une réélection assurée, on s'aperçoit que cette réélection, elle n'est pas du tout assurée pour Biden, voire même... parce que vous avez la moitié des Américains qui pensent que l'économie américaine est en récession. Va pas bien du tout. Oui, et que le marché action est en baisse. Voilà. Oui, non mais... Après, on peut développer, hein, et on le retrouve partout. Vous regardez, je crois que on regarde le S&P au premier trimestre, on a quasiment fini les earnings. Moi, je suis fasciné. Hein. Vous prenez les 5 premières boîtes, ça fait 65% de croissance des revenus. Vous prenez 495 boîtes qui font moins 6,5 de mémoire, et à la fin, vous êtes à plus 7. Et puis je pense que même si les États-Unis sont fédération d'États, mais en fonction de là où vous êtes aux États-Unis, les situations économiques d'un État à l'autre peuvent être très très différentes, avec des taux de chômage qui ont déjà remonté dans certains États, des taux d'inflation qui peuvent rester élevés, voire très élevés dans certaines parties. Une classe moyenne qui aujourd'hui est étranglée par des taux d'intérêt à 22% sur les crédits à consommation. Ils ont utilisé tout leur plafond de cartes de paiement, et là, ils ont vraiment l'impression d'avoir une perte de pouvoir d'achat. Ils ont pris 2 fois l'inflation, ces gens-là. Ils ont pris l'inflation des prix et puis l'inflation des taux d'intérêt, puisque eux, en fait... se financer pour pouvoir consommer, donc c'est l'enfer pour... Ouais, bon, il y a eu aussi le revers, hein. Il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu un patrimoine qui a pu, pour ceux qui en ont, qui a pu prospérer, etc. Très inégal. Très inégal, ça, pas de doute là-dessus. Que vous inspire cet environnement, François? Et puis, si le marché commence à s'inquiéter un peu de la dynamique américaine, est-ce que c'est le bon moment pour des investisseurs globaux de s'intéresser ou de se réintéresser à l'Europe, puisque nous, on a quand même un petit décollage macro et une BCE qui va accompagner en partie, en tout cas, ce mouvement. Et des marchés qui, effectivement, ne sous-performent pas en Europe vis-à-vis des États-Unis depuis maintenant plusieurs trimestres, ce qui est... Donc quand on ne sous-performe pas, c'est déjà bien. C'est déjà... D'accord. Voilà. Je vais essayer de redonner du positif. Bah, bien sûr. On est entre 2 périodes de publication trimestrielles. C'est souvent la période, surtout en juin, où on commence à s'éloigner du contact avec le terrain, la réalité, etc. Et c'est vrai qu'on se focalise un peu plus sur les chiffres macro. Et c'est vrai que je partage le diagnostic. Les chiffres macro montrent un léger ralentissement aux États-Unis qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est le prémisse d'un plongeon ? On n'en est pas persuadé, nous. Est-ce que les marchés sont en train de consolider ? Visiblement, oui, y compris les grands indices américains. Et c'est vrai qu'il y a des petits signes de faiblesse. La concentration des performances et des contributions aux performances de l'S&P 500, c'est majeur. C'est de pire en pire, même. Bah, la première fait 34% de la perte de l'indice. Ouais. Les 5 premières font plus de 60%. Ouais. Donc c'est juste sur 11% de performance depuis le début de l'année, quelque chose d'assez notable. Et à l'intérieur de ces 500, on a maintenant un nombre croissant d'entreprises qui sont passées en dessous de leur moyenne mobile, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en train d'être dans des consolidations. Et quand les gérants fondamentaux commencent à regarder les moyennes mobiles, c'est que... Non, mais ça veut dire qu'on a un marché qui est quand même fait du tri en permanence. Et techniquement, il y a des indicateurs techniques qui sont pas forcément très bons, quoi. Et quand on regarde les performances d'un certain nombre de segments, y compris dans la tech, je pense que c'est le logiciel par exemple, on voit des sacrées sanctions. Donc il y a un marché qui fait beaucoup de tri dans cette période, et c'est vrai qu'on va se reconnecter dans quelques semaines maintenant aux publications semestrielles, et je pense, en tout cas pour l'instant, qu'on devrait avoir plutôt des bonnes surprises. On est habitué, vous allez le dire, à avoir des bonnes surprises sur les publications, mais surtout l'idée que à chaque fois qu'on est allé se remettre sur le pouls des entreprises aux États-Unis depuis 2 ans maintenant, la récession qu'on pouvait redouter, on l'a pas vue. On a des variations de l'économie, mais elle reste quand même très solide. Et on a des publications qui ont été plutôt rassurantes, voire très rassurantes, et qui ont justifié les multiples, certes un peu élevés qu'on a aux États-Unis, que ce soit en historique, que ce soit en relatif par rapport à d'autres zones. Mais il n'empêche que c'est mérité par la qualité aussi des résultats. Donc, j'ai pas un signal d'alarme aujourd'hui sur les marchés actions américains particuliers. Simplement une phase de consolidation aussi en digestion d'une période qui a été extrêmement faste. Il ne faut pas se tromper, les performances de tous les fonds que l'on peut avoir sur la zone sont à plus de chiffres. Oui. Et après une fin d'année 2023 qui a été exceptionnelle. Puissante. Donc on peut digérer ça tranquillement entre 2 phases. Ce qui est intéressant, c'est que face à l'ultra-concentration du marché américain, il faut regarder aussi le rapport entre un indice équipondéré et le S&P 500 standard. On est sur des niveaux de sous-performance du S&P équipondéré historique, quasiment. On a la concentration là, elle est vraiment extrême.
extrême. Mais le marché a fait le tri. Vous voyez, Apple est quasiment à zéro depuis le début de l'année. Vous reprenez des Microsoft ou des Tesla qui sont en forte baisse. Ah oui, il y a des sanctions. Voilà. Et puis vous avez des énormes sanctions. Salesforce a été une sanction terrible. Si vous prenez Intuit, par exemple, dans les logiciels aussi, qui sont dans les logiciels de comptabilité pour déclarer les impôts, etc., donc qui était normalement la saison aussi aux États-Unis, on a eu des sanctions boursières élevées. Donc c'est juste pour dire que le marché a fait beaucoup de tri et on ne se sent pas dans une phase de surachat lorsqu'on regarde les indices américains aujourd'hui. Alors on n'a pas eu un mouvement aveugle, ininterrompu, sans discernement sur les valeurs et sur les secteurs. Mais face à ça, et c'est ce que je dis, est-ce que c'est le moment, ou est-ce que le cas d'investissement européen regagne en intérêt face à cette situation du marché américain? On a quand même le sentiment que la hausse ou la participation est un peu plus large en Europe quand même. Oui, et y compris en descendant en termes de taille aujourd'hui. C'est pas forcément celle qui aurait pu être imaginée. Si on regarde notamment sur les indices européens, on n'aurait pas forcément imaginé les banques en tête des charts avec autant d'avance dans les classements sectoriels. Le luxe continue à consolider, ça fait maintenant 6 mois. On a quand même des grands leaders en termes de poids des indices européens qui se retrouvent aujourd'hui dans des phases de consolidation même marquées. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché reste assez solide pour ne pas changer de tendance malgré des consolidations importantes de gros poids lourds de l'indice. Même sans LVMH, sans LVMH, ça tient. Non, mais on a trouvé des relais avec d'autres... les banques. Avec les banques, avec d'autres secteurs qui sont venus apporter des contributions. Et donc une performance qui est moins concentrée, c'est plutôt rassurant aussi lorsqu'on est investisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas la peur d'être tous dans le FOMO, le fear missing out, le mouvement de marché qui peut toucher telle ou telle entreprise. Et puis, si on regarde l'état de la santé économique, je partage en Europe l'avis d'une légère réaccélération, et ça c'est plutôt positif. C'est positif pour les secteurs, c'est aussi positif sur des classes d'actifs un peu particulières. Je pense aux small caps par exemple. On a enfin, j'allais le dire, puisqu'on en avait parlé ensemble. Oui, ça fait un moment, bien sûr. Un pari qui devient payant, qui est le rattrapage des small caps. Elles avaient été sanctionnées à juste raison sur la difficulté d'accès. D'accès au marché, aux capitaux. Sur le fait que le marché local était plutôt en ralentissement en fin d'année dernière et donc une moindre croissance embarquée. Et là, on s'aperçoit que les signaux qui arrivent sont plutôt favorables et qu'on a maintenant quelque chose qui va devenir, à mon avis, structurel et non pas conjoncturel, c'est-à-dire le retour d'une meilleure profitabilité, des croissances de bénéfices et une valorisation qui, normalement, mérite une prime par rapport au large. Il y a quelque chose de stratégique ça laisse qui se met en place. Marge sur les small caps. On a un très beau rallye qui a 4 semaines ou 6 semaines, c'est peu, mais on a beaucoup d'opérations. Beaucoup de valeur cachée qui est en train de s'exprimer dans ces opérations et de sortie de la cote. Donc c'est plutôt le symptôme d'un marché qui fonctionne bien. Intéressant. Effectivement, après une bonne paire d'années de sous-performance, on a enfin ce rallye de rattrapage qui se met en place pour les small caps. J'en viens à cette question, Étienne et puis Christian. On aura donc la baisse de taux de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Bon, une communication que tout le monde attend encore un peu sur la retenue pour la suite, pas d'engagement immédiat en tout cas pour des baisses de taux à suivre. Il y en aura sans doute, peut-être pas dès le mois de juillet. La question étant, qu'est-ce que ça change d'avoir l'idée d'une baisse de taux, jamais un 102, peut-être 3, etc. Enfin, c'est comme ça que le marché va fonctionner. Qu'est-ce que ça change pour la performance des actifs, Étienne? Et puis en termes de flux, est-ce que ça peut générer des rebalancements également de flux qu'on a vu massifs, par exemple, sur le monétaire depuis 2-3 ans maintenant? Alors, ça change un peu quand on est gérant obligataire parce que la performance du cash sera un tout petit peu moins pénible. C'est une problématique de gérant, mais c'est vrai que quand vous avez un cash qui tourne à 4 et des obligations crédit qui sont finalement pas à des rendements tellement plus élevés ou à peine plus élevés, ça devient un problème. Donc ça va d'un point de vue gestion, ça va soulager et recréer finalement une dynamique sur la partie obligataire. Après, il y a plusieurs choses que je trouve assez intéressantes. La première, c'est que moi, je ressens très fortement qu'il y a un débat incroyable au sein de la Banque Centrale Européenne. Et c'est vrai qu'on dit qu'en Europe, il ne se passe rien. Sauf que là, il se passe quelque chose. Il se passe quand même quelque chose parce que si on regarde les données, les chiffres d'inflation n'étaient pas terribles. Alors, on les explique par des effets de base, problématiques en Allemagne, etc. OK, on comprend ça très bien. On voit quand même que l'économie est en train de frémir. Et donc...
Et donc, on peut se dire, tiens, ils vont peut-être nous faire une baisse de taux, mais au quiche. Donc, avec un discours qui tempère un peu les ardeurs du marché. Et là, il y a deux sujets. C'est est-ce que la Banque Centrale Européenne est réellement focalisée sur la partie inflation, ou est-ce qu'elle commence, comme moi je commence à le croire, s'intéresser réellement à la problématique de croissance ? Quand j'écoute Villeroy de Galhau et d'autres membres, je me dis que la croissance est en train de l'emporter. Et je dirais plusieurs choses, et pas que des choses sympas pour la BCE, mais si c'était vraiment l'inflation le sujet, on peut dire qu'ils ont quand même raté le coche en 2022, puisqu'ils se sont pris franchement en retard. Deuxième chose, ils s'occupent de plein de choses, la BCE. Quand je les vois mettre des amendes à des banques parce qu'elles ne sont pas assez réactives sur le changement climatique, je me dis, est-ce que ça passe dans ça, c'est leur rôle de superviseur, ça. Oui, c'est le rôle. D'accord, mais à la Fed, il y a aussi un superviseur bancaire. Bien sûr, bancaire. Oui, d'accord. Mais là, climatique, climat, oui, d'accord. Et donc, la raison pour laquelle je mentionne ce sujet du climat, c'est que je me dis, finalement, la croissance, pourquoi est-ce que ça ne prendrait pas le pas ? Et ça serait extrêmement légitime. Et c'est vrai que la zone euro, on ne peut pas dire qu'elle se démarque favorablement, notamment des États-Unis, sans rebalancer tous les chiffres qui sont donnés régulièrement. Sur les 10 dernières années, les États-Unis mettent 10 points de croissance réelle à l'Europe. Et il y a un vrai sujet, à un moment où la dette devient un peu pesante. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a à l'intérieur de la BCE, et probablement que ça touche évidemment le débat politique, chercher à influencer la BCE pour qu'elle regarde un peu plus la croissance à un moment où l'inflation n'est pas encore totalement battue. Et je ne suis pas sûr au passage que quand ils disent qu'ils vont arriver à la cible en 2025, moi personnellement, je ne crois pas beaucoup. Ah bon ? Parce qu'il y a des dynamiques, à moins qu'il y ait une récession et qu'on change d'environnement, mais si rien ne devait changer, il y a quand même des dynamiques. La question d'arriver à la cible, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à la cible et est-ce qu'on rebondit, ou est-ce qu'on arrive à la cible et est-ce qu'on arrive à maintenir une stabilité financière qui reste quand même le cœur du mandat de la Banque Centrale Européenne. Les indicateurs à court et à moyen long terme, je me dis que ce dernier Miles, comme on l'appelle, il est super dur. Quand on a des salaires à 4,5, il faudrait qu'ils baissent ces salaires avant de... Enfin, il y a quand même... Ils vont baisser. Il y a plein d'indicateurs avancés qui nous disent que 4,5, c'était au premier trimestre. Dans les négoces salariales, si le rythme d'inflation est à 2,5, 3 et plus à 9, les négociations vont plus faire de la même manière. Non, mais juste, ça fait écho aussi à quelque chose, Étienne, que vous dites en creux. C'est-à-dire, la BCE va être de plus en plus focalisée sur la croissance parce que même si on a ce petit redécollage de la croissance, on a devant nous le risque d'avoir quand même une impulsion budgétaire beaucoup moins forte que ce qu'on a connu dans les années précédentes, alors qu'aux États-Unis, pour l'instant, on reste quand même toute vanne ouverte. Ouais. Il y a quand même un peu de consolidation budgétaire dans l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'en réfère notamment au focus qu'on a pu mettre sur un pays particulier au cœur de la zone euro ces derniers jours. Consolidation budgétaire qui est là depuis un petit bout de temps. Oui. À un moment où ils réduisent le bilan, ils ont des prévisions de réduction de bilan. Je me dis, ça va vite encore. S'ils font ce qu'ils ont dit, il est... Moi, je fais partie du camp de droite. C'est-à-dire celui qui pense qu'il faudrait qu'ils baissent les taux et beaucoup plus que ce que le marché anticipe, parce que ça va être un peu rugueux. Donc le risque pour vous, c'est qu'ils soient obligés d'aller plus vite et plus fort que ce qu'ils signalent aujourd'hui. Moi, je parierais bien ça, même si je pense qu'ils vont devoir un peu abandonner sur leur cible d'inflation. C'est un peu compliqué. Christian, un mot là-dessus. Le fond du problème pour la BCE, c'est qu'ils vont mener une politique monétaire durablement restrictive. Même s'ils baissent de 25 points de base, ils seront restrictifs. Et pourquoi ils seront restrictifs ? Parce qu'ils ont un élément, c'est les coûts salariaux unitaires qui sont trop élevés. Coût salarial unitaire, coût du travail, total du coût du travail, moins gain de productivité. Tant que vous avez une productivité en Europe qui est négative, qui ne rebondit pas, et tant que vous avez aujourd'hui des salaires, même si vous pouvez dire qui ralentissent et tout ça, mais qui progressent beaucoup trop vite par rapport aux gains de productivité, vous n'aurez pas un discours de la BCE qui sera tendre. Donc ça, c'est évident. Donc ils sont toujours sur leur boucle prix-salaire, toujours sur le risque que les salaires progressent trop rapidement. Là, ils ont fait un petit pari. Ils ont fait un petit pari qui a quand même eu une stagnation de l'économie européenne, qui a retiré de la capacité des entreprises à relever les prix, et que s'il y a des hausses de salaire aujourd'hui un peu fort, ça va plus peser sur les bénéfices des entreprises que l'inflation. Mais c'est un petit pari qu'ils ont fait. Et je crois que ce ne sont pas des grands joueurs. Donc je ne suis pas sûr qu'ils vont être très agressifs dans la baisse des taux, parce qu'ils ne peuvent pas tant qu'ils n'ont pas ce signal-là. Donc pour l'instant, certes, on a M. François Villeroy de Galhau qui est très colombe, mais les Allemands vont très vite souffler la fin du jeu.
jeu parce que je pense que effectivement la BCE pour l'instant n'est pas confortable avec le fait que les coûts salariaux unitaires sont beaucoup trop élevés dans la zone euro. La leçon de cette discussion, c'est qu'on aura la baisse de taux le 6 juin, que le meeting de juillet, c'est mort, la porte est fermée. Et après, on va attendre. Et rendez-vous en septembre. Voilà. Et rendez-vous en septembre pour revisiter le scénario et voir si qu'on ait les données sur les salaires, qu'on ait les données sur les productivités et qu'on voit un peu plus clair. À propos de productivité, vous avez fait les maths de l'IA en début de semaine là, dans un de vos mornings. Christian, je veux bien que vous nous fassiez un peu l'équation de ce qu'on a dépensé, enfin ce que les boîtes de tech ont dépensé pour s'équiper en GPU Nvidia. Et allez, un an après, ce qu'il en ressort en termes de dollars ou d'euros sonnant et trébuchant. Oui, alors c'est une simple constat. Alors après, je mets beaucoup de bémols, mais naturellement, la révolution de l'IA est là. Elle affecte la productivité, elle affectera sûrement la productivité, mais on ne sait pas de combien, on ne sait pas quels sont les effets, et il y a beaucoup d'inconnus. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les gens ont joué ceux qui font les processeurs, ceux qui font les pelles, hein, donc ceux véritablement qui en profitent, et il n'y a pas de bulle, parce que Nvidia, elle est chère, mais elle n'est pas en situation de bulle. Quand on regarde l'hypercroissance qu'elle connaît, cette entreprise, on ne peut pas dire qu'il y a une euphorie complètement délirante sur Nvidia. On n'a pas acheté l'avenir, on a acheté le présent, et on achète quand même des fabrications de cartes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a en gros investi 50 milliards de dollars l'année dernière dans les capacités de calcul, qui ont rapporté pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant, 3 milliards. Ça a généré 3 milliards de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, c'est 50 milliards. Ceux qui se sont équipés en GPU Nvidia, ils ont généré 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas moi qui l'ai calculé, hein, c'est Sequoia. C'est Sequoia Capital. Mais bon, les plus gros fonds de VC au monde. On va leur faire confiance. Ah bah oui, on va leur faire confiance. Ils doivent suivre ça de près. Oui. Ils le suivent de près. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un énorme déficit entre ce qu'on investit et ce qui est rapporté. Alors, vous allez me dire, les plus optimistes, ils vont dire c'est normal, c'est une industrie naissante, il faut bien investir avant d'avoir un retour sur investissement. Alors, le gros problème, c'est qu'on commence à voir dans les revues un peu spécialisées quand même quelques signaux qui inquiètent. Alors, premier signal qui me semble important, c'est que l'intelligence artificielle a tendance à stagner. C'est-à-dire que les progrès ont été très forts sur les derniers mois. On a nourri de plus en plus l'intelligence artificielle avec des datas et ça a beaucoup amélioré leur performance, mais aujourd'hui ça commence à stagner. D'accord. Alors pourquoi ça stagne? Il y a plusieurs éléments. D'une part parce qu'on n'a plus énormément de data en plus à mettre, et puis surtout on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de mauvaises data qu'on a mis, hein, notamment sur Internet, et vous avez vu hein, les réponses un peu de Gemini qui dérapent. C'est parce qu'ils ont absorbé des datas de forums de discussion où on parle des fois de manière peu sérieuse. J'ai vu une IA de Google, je crois que c'est celle de Google qui disait oui, pour le fromage sur la pizza il faut mettre de la colle pour que le fromage sur la pizza. Et je vous passe les autres exemples. Une blague sur forum qui est ressortie. Et du coup, on voit par exemple que OpenAI a signé un contrat avec Le Monde, avec les médias. Une demi-douzaine de médias aujourd'hui. Pour pouvoir accéder à leur historique et avoir peut-être des données un peu plus fiables. Mais ce qu'on est en train de s'apercevoir surtout, c'est qu'on n'aura pas forcément beaucoup de progrès dans l'intelligence artificielle. Et donc, on va avoir plein de modèles qui s'équivaut. Est-ce que Gemini sera très différent de ChatGPT? En gros, on va stagner. Ça pose un problème. Parce que si toutes les IA sont au même niveau, c'est-à-dire que c'est de la commodities. C'est-à-dire, un jour, moi, je vais aller voir Gemini. Si ChatGPT me fait une promotion, je vais aller voir ChatGPT. Donc, il n'y a pas forcément... Deuxième élément qu'on s'est aperçu, c'est que les IA, on ne peut pas le développer dans tous les milieux économiques. Parce qu'on n'a pas les datas, on n'a pas la fiabilité des datas et on n'a pas les phases d'entraînement qui sont nécessaires. Donc, oui, on peut faire peut-être facilement une dissertation où on peut imiter un auteur, mais on ne pourra peut-être pas répondre à un besoin professionnel. Troisième élément qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle, mais peu le payent encore aujourd'hui. Vous avez à peu près 3 cadres sur 4 qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur travail, mais surtout à des fins gratuites, à des fins de résumé, mais ceux qui payent, c'est à peine un tiers des entreprises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA qui rapporte est vraiment à un petit niveau. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. C'est un business model en construction. C'est un business model en construction, mais surtout, on ne sait pas le retour sur investissement. Et ce que on commence à se dire, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une énorme déception sur le retour? Donc après, qu'on corrige, que les marchés sanctionnent les éditeurs de logiciels, on a vu Adobe et tout ça qui sont pénalisés, ok, mais à un moment donné, je me dis, on va se poser la question, est-ce que les GAFAM vont encore investir autant si éventuellement il n'y a pas de retour sur investissement, et donc à ce moment-là Nvidia sera forcément sanctionné. Donc il y a quand même un vrai problème derrière ça sur la rentabilité de ces puces Nvidia
en termes de chiffre d'affaires derrière. Il y a toute une courbe, effectivement. Enfin, il y a un historique autour de l'adoption des nouvelles technologies, des ruptures, etc. L'adoption, il y a cette loi qui nous dit, mais il y a cette loi qui nous dit qu'on a toujours tendance à surestimer à court terme l'impact d'une rupture ou d'une nouvelle technologie. On a peut-être surestimé un peu à court terme l'impact de l'IA. Et peut-être qu'à très long terme, on sous-estime en revanche l'impact et les changements. En tout cas, s'il y a une correction, ça viendra à mon avis de cet élément-là. Bon, vous le disiez tout à l'heure, on a vu effectivement dans le software, et c'était pas intuitif de se dire qu'on allait voir des gadins comme ça dans les grosses boîtes de logiciels. Sur des métiers par abonnement, c'est-à-dire que sur des métiers où il y a une récurrence prévisible du chiffre d'affaires. Pour revenir sur le dossier Nvidia, quand on dit que c'est pas très cher, c'est quand même très cher. Moi, je suis frappé de voir, on a oublié, je pense tous, la capacité de l'ensemble du secteur à venir rattraper à un moment donné, puisque il ne faut pas se tromper, les principaux clients d'NVIDIA, que sont Amazon, Meta... ils ne vont pas se laisser dicter le prix par NVIDIA. On a déjà pris les devants d'aller voir les autres fondeurs pour essayer de co-développer des puces concurrentes pour ne plus être prisonniers à court terme, ou à très moyen, enfin, en termes de 1 ou 2 ans, de la capacité... Ils savent ce que c'est que des monopoles, les GAFAM. Ils savent très bien ce que c'est. Et puis, donc c'est juste pour dire que je ne crois pas au modèle où on puisse multiplier à l'infini les taux de croissance qu'on a sur Nvidia et les marges. Voilà. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de la précipitation dans laquelle ils annoncent des nouveaux produits. Ils avaient largement le temps, et pourtant, tous les trimestres, ils annoncent des nouvelles générations. Parce qu'ils ont les chaînes d'approvisionnement, et aujourd'hui, ils ont bloqué les chaînes d'approvisionnement pour la concurrence. Pour sauter de génération. Et donc, ils essayent de bloquer. Vous savez, c'est des chaînes qui sont aujourd'hui, quand elles ne sont pas utilisées, elles sont louées à d'autres personnes. Je vous prends un exemple, TSMC. Pourquoi Apple a mis le dernier processeur dans ses derniers iPads? Parce que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de TSMC étaient libres. Et donc, Apple en avait vraiment besoin pour son iPhone en septembre. Et donc, pour éviter que la chaîne d'approvisionnement de TSMC soit louée à un concurrent d'Apple, Apple a mis le dernier processeur dans ses iPads pour bloquer la chaîne d'approvisionnement à sa concurrence. Et là, ce qu'on est en train de faire Nvidia, c'est la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de bloquer ce qu'on appelle les mémoires très puissantes qui vont à bicanal, qui sont mis que par Samsung, SK hynix, qui sont les deux principaux fournisseurs. Ils sont en train de préempter leur production pour bloquer justement l'arrivée d'AMD et d'Intel sur ce marché-là. En Europe, on a des acteurs aussi, on a ASML. Qui fournit malgré tout l'ensemble du secteur, avec beaucoup de visibilité, des ratios de valorisation qui sont chers mais acceptables en ce qui me concerne, et j'estime que ça fait partie des dossiers qui permettent d'aller sur les semi-conducteurs avec peut-être un petit peu moins de risques. De la même façon, quand on achète du Microsoft, on parlait de la monétisation de l'intelligence artificielle. Microsoft est déjà dans cette monétisation, au même titre d'ailleurs que Google. Ils parviennent à facturer massivement sur leur suite Microsoft 365 cette intelligence artificielle qui s'appelle Copilot. Et aujourd'hui, c'est toute une génération de nouvelles machines qui viennent avec un surcroît de chiffre d'affaires qui est d'ores et déjà prévu et calibré. Et c'est de l'incrémental pour Microsoft qui est déjà basé sur, je dirais, des croissances très impressionnantes et des valorisations, là aussi, beaucoup plus modestes finalement par rapport à la qualité de la formation de ce chiffre d'affaires et à sa pérennité. Bon, je crois qu'on peut trouver d'autres façons d'aller chercher des thématiques liées à l'IA. Voilà. Apple est pour l'instant totalement absent, mais c'est une question de jour, puisqu'on va entendre IA répéter 282 fois à la prochaine WWDC qui va annoncer les nouvelles versions d'iOS. Je ne sais pas quand c'est, mais c'est la prochaine conférence des développeurs d'Apple. D'accord. Pour faire un résumé dans c'est 292 IA qui seront répétées à l'entrée de la conférence pour essayer de rattraper le retard pris par Apple. Mais là aussi, on est encore une fois dans la capacité de monétiser rapidement, parce que ce sont des gens qui ont directement accès à l'usage aux consommateurs. Et là aussi, on est sur des valorisations qui sont redevenues assez raisonnables. Donc, on arrive aujourd'hui à investir sur les valeurs de tech américaines, peut-être en évitant les grosses erreurs et en ayant des dossiers. Un dernier qui me paraît... J'ai été absent de Tesla pendant des années. Ça fait partie des titres qui sont rentrés récemment en portefeuille après un parcours boursier absolument catastrophique. C'est devenu value? Mais c'est devenu plus que value. Mais si plus vous que value. comme un constructeur automobile, ça ne l'est pas. Mais si vous le prenez comme un acteur majeur de la robotique et de l'intelligence artificielle, effectivement, vous avez finalement un acteur qui a accumulé plus de données et de centres de calcul que beaucoup d'autres concurrents et qui aujourd'hui est sur des valorisations qui sont après tout raisonnables par rapport à l'historique et par rapport au potentiel incarné, puisque là, pour le coup, on a vraiment l'application directe de ces métiers-là.
Bon, si on fait un petit tour de table sur l'horizon de placement là, des prochains mois, les enjeux du deuxième semestre, pour marketer un peu l'histoire, Étienne, qu'est-ce que vous dites chez Sansot IS? Est-ce qu'il y a des changements à attendre dans le régime, le fonctionnement du marché, dans les schémas de marché qu'on observe? Alors voilà, je prends la séquence depuis novembre dernier, le puissant mouvement de revalorisation des actifs risqués qui cale un peu depuis avril-mai, mais voilà, est-ce qu'on est juste dans une consolidation et on repart, ou est-ce qu'il y a des changements à attendre devant nous maintenant? Consolidation horizontale. Voilà. Nous, la façon dont on raisonne, c'est de se dire, est-ce qu'on est toujours dans cette phase d'accélération, ou est-ce qu'il y a un risque que l'on bascule dans autre chose? De ce que l'on peut voir, et on ne se projette pas très loin, pour être honnête, on reste assez prudent sur toutes les données qui arrivent, parce qu'il y a vraiment un peu de tout, et elles ne sont pas toujours fiables, mais si on prend un juge de paix qui est le marché de l'emploi, les allocations chômage du jeudi, si je devais en prendre qu'un, parce qu'il est à peu près propre celui-là, on se dit, on est toujours dans cette phase d'accélération, et donc là c'est plutôt du bruit. On appelle au-dessus de 200 000 inscriptions hebdomadaires au chômage chaque semaine aux États-Unis. Hein. Et les gens, c'est pas 300 quoi. Et c'est pas un sondage. Donc les gens vont vraiment aller chercher de l'argent parce qu'ils ont plus de travail. Donc tout ça me paraît relativement solide. Et donc je pense qu'on est toujours dans cette phase d'accélération. Donc moi très tactiquement, j'aurais tendance à peut-être alléger un peu, prendre quelques profits sur les taux, en attendant qu'on se reconverge un peu vers les taux directeurs. Donc c'est pas le moment d'être acheteur agressif des taux longs américains. 20 BP, c'est des gros mouvements d'un seul coup. D'un seul coup, on passe du haut du range à largement en dessous de la moyenne du range. Il y a un peu trop de vol. Donc là, je pense qu'il faut peut-être tactiquement relâcher un petit peu. Je pense qu'on est toujours dans cette phase. Les taux sous-performent le crédit, qui sous-performent les actions. Peut-être que dans les choses sur lesquelles on s'interroge, les points sur lesquels on s'interroge sur la partie obligataire, c'est que l'année 2023 était clairement, sur le monde obligataire, l'année du crédit. Quand je regarde les niveaux de spread, il n'y a pas d'inquiétude à court, moyen terme, mais peut-être que si on a raison sur le fait que la Banque Centrale Européenne pourrait baisser les taux un peu plus vite que le marché anticipe, parce qu'encore une fois, pas de relance budgétaire, un bilan qui va baisser très fortement, va falloir, si on ne veut pas se retrouver dans une phase d'accident, il va falloir trouver quelque chose. Alors on se dit que peut-être l'année 2024, en deuxième moitié de l'année, vers la fin de l'année plutôt, sera l'année des taux. Bondisback. Bon, on l'aura déjà bien dit, mais ça finira par être... Bon, après, il y a du rendement. Ça, c'est la nouveauté quand même dans l'univers obligataire pour des investisseurs obligataires. Christian, sur la logique de marché qui nous attend, et je ne sais pas, est-ce que les baisses de taux, c'est bon pour les actifs risqués? Est-ce que ça peut permettre de soutenir encore la dynamique des actifs risqués? Ou est-ce qu'à un moment, il y a un petit sell the news? Ou est-ce que les mauvaises nouvelles peuvent être prises comme des mauvaises nouvelles par les investisseurs? Oui, alors après, le gros problème, c'est qu'on manque de visibilité sur la partie économique. Vous avez qu'à lire les dernières minutes du dernier FOMC. Ils se sont écharpés entre eux pour savoir d'où venait l'inflation. Quand vous avez les banquiers centraux qui ne savent pas d'où vient l'inflation, on se dit, on n'est pas très rassuré pour l'avenir. Ils ont quand même des gens compétents dans leur équipe. Donc, c'est un travail de non, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème important. Non, parce qu'il y a un problème. C'est parce que d'une part, on a des économies qui n'ont pas du tout réagi comme on l'anticipait au durcissement des politiques monétaires. Alors, on peut s'en réjouir, mais ça a été dit tout à l'heure. Je pense on aurait mieux aimé avoir une récession. Au moins, on était dans un cycle classique. Le coup de balai, ça purge, ça repart. Ça purge, et là, on comprend comment la ça Banque fonctionne. Centrale, à ce moment-là, baissait ses taux et on rejouait un nouveau cycle. Là, le problème, c'est qu'on sent une économie qui s'essouffle. On a du mal à dire que l'économie américaine va beaucoup accélérer, parce que même, il faudrait quand même refaire des dépenses budgétaires importantes pour redonner de l'entrain. Ça va devenir compliqué sur l'obligataire américain. Donc, on sent que quand même, on a passé un point de rupture. On a quand même des taux aujourd'hui qui pénalisent quand même beaucoup de secteurs, et ça se rejoint par rapport à ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les petites et moyennes entreprises, l'immobilier commercial aux États-Unis, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des faillites qui se passent. Un consommateur américain qui a utilisé toutes ses lignes de crédit et qui maintenant les paye très cher et qui est asphyxié par ça. Donc on a le sentiment que quand même, on ne peut pas retourner sur des rythmes de croissance très forts. C'est moins solide, quoi. Donc c'est beaucoup moins solide, et donc il ne faut pas beaucoup pour que ça chute. Et le problème, c'est que ça ne chute pas. Alors tant que ça ne chute pas, on n'est pas dans... Donc on a un manque de visibilité. Donc pour moi, le monétaire reste toujours très agréable.
parce qu'on a quand même un mouvement de désinflation, on a des banquiers centraux qui vont pas baisser agressivement les taux, donc finalement on a toujours cette concurrence du monétaire et puis on manque d'idées pour le reste, parce que tout le reste est cher et ce qui ne l'est pas en bourse aujourd'hui, c'est risqué d'y aller parce qu'il y a une récession. Donc vraiment, on sent qu'on est sur des marchés en attente, mais on est surtout en attente de ce que va faire l'économie et on manque vraiment de visibilité. Donc pour l'instant, le monétaire reste encore assez attractif. Comment l'économie pourra réagir aussi à quelques baisses de taux, puisqu'il y aura quand même sans doute quelques baisses de taux. Là, sur la logique d'investissement qui vous anime, alors je reste sur le monétaire, c'est une part significative de notre poids obligataire aujourd'hui. Pourquoi se priver? On l'a gardé. C'est vrai que dans la classe obligataire, il y a eu des belles contributions. Je pense notamment à tout ce qui était dette financière. Et le high yield, depuis un an, c'est magnifique en termes de performance. Donc ça permet aussi de rester plus court pour le reste de ce qui n'est pas à risque sur la partie obligataire. Dans la thématique des baisses des taux, elle amène d'autres idées. Il y a effectivement les small caps qu'on rappelait et qui, à mon avis, sont encore une fois au début d'un mouvement de rattrapage un peu plus, en tout cas probablement plus dense que ce qu'il est pour l'instant. Si vous êtes confortable dans cette idée, vous avez une revalorisation qui a commencé dans le segment de l'immobilier coté. C'est un petit pari qu'on avait également mis dans les allocations et dont on avait parlé ensemble parce qu'il y avait eu un rallye de fin d'année 2023 puis une phase de consolidation sur un petit trimestre. Il faut dire que le rallye avait été extrêmement puissant. Et là, on a vu que ça repartait même bien, avec des très belles données de publication de la part de ces entreprises-là et quelques transactions plutôt rassurantes. Donc, peut-être une deuxième thématique, voilà. Et puis, dans les actifs qui restent peu chers et qui viennent de consolider un petit peu, mais qui n'ont pas franchi les points bas, la Chine. Les émergents. Si vous avez un peu de courage, dans les émergents, la Chine fait partie des dossiers. Il y a de la place peut-être pour ces retardataires. Oui, c'est de la diversification. Ce ne sera pas un cœur de portefeuille, mais c'est pas stupide d'avoir ça aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Chollet, Montségur Finance, Étienne Gorgeon, Sanso IS et Christian Parizeau, Altair Economics.